Merci. Merci pour votre présence. Je remercie à travers vous le comité d'organisation à la tête Dr Aboul Fadl pour l'organisation de ce congrès. Et je vous remercie de m'avoir invité pour animer cette séance concernant les accidents thromboemboliques. Je choisis en thématique de parler surtout de l'embolie pulmonaire parce que l'embolie pulmonaire fait partie des maladies thromboemboliques. C'est assez fréquent, mais qui pose énormément de problèmes, surtout concernant stratégie thérapeutique et diagnostic, surtout diagnostic. Donc, maladie thromboembolique veineuse, c'est la troisième syndrome cardiovasculaire aigu après l'IDM et les accidents vasculaires cérébraux. Donc, dans l'incidence annuelle, il peut dépasser carrément 124 cas par 100 000 habitants. Dans la fréquence d'embolie pulmonaire, il peut passer carrément 650 000 par an. Et donc, il est responsable plus que 50 000 de décès qui est lié directement à l'embolie pulmonaire. C'est une manifestation qui est potentiellement grave et fatale. Et dont l'incidence est supérieure à 10 fois lorsque l'âge dépasse 80 ans. Donc, plusieurs papiers ont été lancés pour bien montrer et bien clarifier l'intérêt de stratification et le choix de stratégies diagnostiques et thérapeutiques concernant les maladies thromboemboliques et surtout embolie pulmonaire. Sa prévalence de ces maladies, il peut dépasser carrément 40 à 60% lorsqu'il s'agit d'une pathologie traumatique majeure, parfois lorsqu'il s'agit d'une chirurgie majeure, PTH, PTG, fracture de la hanche, parfois lorsqu'il s'agit d'une lésion neurologique, surtout les sections médulaires, et surtout chez nous, en tant que médecin réanimateur, chez nous en réanimation et en soins intensifs, on voit beaucoup des cas de des accidents thromboemboliques et surtout des embolies pulmonaires. Donc, maladie qui était décrite pour la première fois en 1885, expliquant la physiopathologie de cet événement. Donc, c'est obstruction brutale partielle au total d'un artère pulmonaire ou l'une de ses branches par un embole plus souvent cryurique. Pourquoi? Parce que déjà, il y a soit une altération de la paroi pariétale endothéliale, c'est l'agression endothéliale et vasculaire surtout. Parfois, c'est la modification de l'hémostase et la tendance vers l'hypercoagulabilité. L'hypercoagulabilité, dans certaines conditions, elle est bénéfique, mais quand même, l'hypercoagulabilité, elle est néfaste pour certaines conditions. Et aussi, lorsqu'il s'agit d'une immobilisation et une stase veineuse qui est responsable de formation de cailloux fibrinocryuriques. Donc, ce caillou-là, soit qu'il reste au niveau d'un membre responsable de phlébite, mais parfois il peut se détacher et migrer vers le poumon responsable de l'embolie pulmonaire et l'obstruction, soit partielle ou totale, des branches de l'artère pulmonaire. Les poumons ou les territoires vasculaires sont occlus, responsables d'atectasie, et à la fois il est responsable de ce qu'on appelle un espace mort qui c'est quoi l'espace mort? C'est-à-dire que ces régions-là sont ventilées, mais qui sont mal perfusées ou qui sont non perfusées. Et par la suite, on aura une hypoxie. Et cette hypoxie, par conséquence, il y aura une hyperventilation réflexe, ce qui explique que c'est des malades qui sont hypocapniques et des malades qui sont déjà en alcalose. Donc, sans entrer dans les détails sur le retentissement hémodynamique d'embolie pulmonaire, donc c'est une pathologie qui est fréquente. C'est une pathologie qui est récidivante, donc plus que 30% des cas d'embolie pulmonaire et des maladies thromboemboliques se récidivent qu'après 10 ans. C'est une pathologie donc, qui s'associe surtout avec l'âge, donc l'augmentation surtout avec l'âge, lorsqu'on dépasse 60-70 ans, donc la fréquence il peut atteindre jusqu'à 5%, et c'est une pathologie qui est mortelle si on ne prend pas en charge correctement ces malades. Donc le médecin urgentiste, parfois le médecin de la famille, il est devant un challenge. Pourquoi? Parce que devant la méconnaissance de certaines formes dites formes atypiques et
on demande certaines investigations et certains examens paracliniques inutiles. Donc, ce qui augmente le coût, c'est demander de gazométrie, radiothorax, des dimères, scanners, donc ces examens qui sont inutiles parfois. Et face à ces examens qui sont inutiles, il y a aussi la gravité, parce que sans avoir un diagnostic exact et à temps, le risque d'avoir des mortalités précoces à 30 jours il est très élevé, d'où l'intérêt de stratification de diagnostic. Donc, les démarches diagnostiques, ils passent par 5 étapes et 5 questions qui se posent. Quels sont les symptômes qui doivent faire suspecter une embolie pulmonaire? D'abord, quelle est la démarche diagnostique initiale qu'il faut entreprendre? Et aussi, comment on va évaluer la gravité d'embolie pulmonaire? Comment on va indiquer les explorations complémentaires spécifiques? Et quelle stratégie diagnostique adopter? Donc, surtout l'embolie pulmonaire, il s'est révélé par plusieurs symptômes. Dans 60% des cas, c'est des douleurs pulmonaires dites pleuritiques, dyspnée, hémoptysie. Mais 30%, il s'agit juste d'une dyspnée, ce qui est dans des erreurs diagnostiques. Et parfois, dans 10%, qui ne dépassent pas 10%, malheureusement et heureusement, c'est des patients qui sont déjà en état de choc et ou des patients qui ont déjà un arrêt cardio-respiratoire. Donc, dyspnée et la douleur thoracique, ainsi que la tachypnée ou une tachycardie, ce restent les symptômes les plus fréquents. Mais ces symptômes sont ni sensibles ni spécifiques, mais c'est l'association des signes cliniques sur un terrain à risque qui fait évoquer l'embolie pulmonaire. Quels sont ces facteurs de risque? D'abord, on va les répartir en 2 types de facteurs de risque. Des facteurs de risque permanents, c'est des facteurs de risque qui sont là, c'est les déficits constitutionnels, soit en facteur d'hémostase, c'est les mutations de facteurs de 5-glidin, c'est les anomalies des inhibiteurs, c'est certains contextes familiaux de thrombose, aussi c'est la thrombophilie, certains maladies de système, par exemple lupus, par exemple les anticorps syndrome d'anticorps antiphospholipides, mais on associe à quoi? À certaines maladies dites cancer, leucémie, l'obésité et le syndrome métabolique, maladies cardiovasculaires, certaines maladies inflammatoires et les vascularites, ainsi que la compression veineuse. En ajoutant certains facteurs dits transitoires. Transitoires, c'est-à-dire c'est les situations à risque, d'où l'intérêt de prévention. C'est la chirurgie, orthopédique et la chirurgie majeure, obstétrique, la grossesse, c'est un état d'hypercoagulabilité pour préparer la femme à un accouchement et pour éviter l'hémorragie de postpartum. Donc, cette tendance à l'hypercoagulabilité reste un facteur de risque qui multiplie, voire 4-5 le risque thromboembolique. L'accouchement, et surtout l'accouchement par césarien qui multiplie le risque x 10, le postpartum et les avortements, ainsi que l'immobilisation dans un contexte traumatique, c'est l'entorse, les contusions, c'est l'immobilisation plâtrée, parfois l'allaitement, les paralysies, et n'oublie pas le voyage. Une fois le diagnostic évoqué, la première étape, c'est l'évaluation des probabilités cliniques. Donc, selon les dernières recommandations, c'est l'European Society of Cardiology, elle recommande que la stratégie diagnostique soit basée sur une probabilité clinique qui est évaluée par des critères validés. Mais, dans 40% d'embolie pulmonaire, on assistera à une absence carrément totale des facteurs prédisposants. Donc, ces facteurs, c'est les scores. Donc, c'est l'utilité d'utiliser certains scores. Et parmi ces scores, c'est les scores de Wells, score de Genève, qu'on va essayer de déchiffrer par la suite. Score de Wells, c'est un score qui est assez simple, basé sur des éléments cliniques, mais le seul inconvénient que parfois, il ne répond pas aux besoins pour avoir un diagnostic qui est assez rapide. Mais le reste, le score le plus répandu. À côté du score de Wells, il y a le score de Genève. Score de Genève, donc c'est l'association entre les éléments cliniques et les éléments paracliniques. Surtout, c'est les éléments gazométriques, c'est le niveau de la pression artérielle en oxygène, c'est le niveau de pression artérielle en monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone, donc qui nécessite carrément de pratiquer une gazométrie pour avoir un score. Ce score-là, il est révisé maintenant, donc il devient un score qui est assez simple, c'est un score qui est entièrement clinique, c'est un score qui est standardisé.
paramètre qui est facile à recueillir et les deux scores, il permet de classer l'embolie pulmonaire et le risque d'avoir l'embolie pulmonaire en 3 niveaux de probabilité. Soit probabilité faible, donc le traitement et le délai de traitement, il peut attendre jusqu'à 24 heures. Probabilité modérée, donc le traitement et le délai de traitement, il est dans les premiers 4 heures. Et probabilité forte, donc il nécessite quand même de démarrer un traitement pour diminuer le risque de mortalité. Certaines classifications ont classé l'embolie pulmonaire selon classification massive, submassive et classification qui dite non massive avec retentissement hémodynamique. Certes, la gravité de l'embolie pulmonaire doit aujourd'hui être interprétée non plus en fonction de la sévérité d'occlusion, l'amputation vasculaire, mais surtout c'est le risque de décès après 30 jours. Et le risque de décès après 30 jours, donc il va supprimer la terminologie des embolies pulmonaires massives, submassives ou non massives. Par une autre terminologie, c'est le risque de décès précoce intra-hospitalier ou dans les premiers 30 jours. Donc il se base sur quoi? Sur 3 éléments, soit sur l'instabilité hémodynamique, soit sur dysfonctionnement ventriculaire droit, soit sur une ischémie myocardique. Toujours concernant devant probabilité clinique faible ou intermédiaire, c'est la place de la didymère. Didymère reste quand même un paramètre prédictif négatif qui est très fort. Lorsque le didymère est inférieur à 500, donc à ce moment, on peut écarter carrément le risque d'embolie pulmonaire. Dans les recommandations de European Society of Cardiology, donc l'usage de didymère est recommandé aux urgences et les patients avec un faible risque ou un risque intermédiaire qui permet la réduction de l'irradiation et demander des scanners qui sont inutiles. Mais quand même, ce didymère doit quand même projeter à l'âge. Il faut quand même comparer à l'âge, car les sujets âgés, le niveau de la didymère il est plus élevé par rapport à les gens qui sont inférieurs à 50 ans. Donc, si les patients sont supérieurs à 50 ans, donc on prend l'âge, on va le diviser par 10 pour avoir le seuil de didymère exact. Pourquoi didymère? Lorsque le didymère il est négatif, on peut écarter carrément le diagnostic d'embolie pulmonaire. Mais quand même, il reste certains faux positifs et faux négatifs. Donc, on suspecte l'embolie pulmonaire lorsque la probabilité clinique est forte, même les didymères sont négatifs. Lorsque le patient est sous anticoagulant, il ne faut pas prendre en compte le taux de didymère. Lorsque l'âge est supérieur à 80 ans, donc à ce moment, il faut supprimer carrément des didymères devant les signes symptomatiques de maladie thromboembolique ou d'embolie pulmonaire. Lorsqu'il s'agit d'une sepsis, d'une chirurgie majeure, lorsqu'il s'agit d'un tumeur. Maintenant, la place de l'échographie Doppler de membre inférieur, qui a une valeur prédictive positive qui est assez important. Il est très sensible et très spécifique. Et aussi l'échocardiographie qui reste quand même un examen qui est très performant pour le diagnostic, mais il est demandé juste s'il s'agit d'un corps pulmonaire aigu ou lorsqu'il existe une situation qui est extrêmement urgente. Le scanner cérébral quand même, ça reste un examen clé pour le diagnostic non invasif d'embolie pulmonaire. Il permet de visualiser directement le thrombus, en même temps localiser le thrombus et quand même voir les retentissements respiratoires et aussi son anatomie concernant l'existence de l'embolie pulmonaire. C'est un examen qui doit interpréter en première intention, donc sous forme de angioscanner spiral et thoracique, multiparité. Lorsqu'il est négatif, il permet carrément d'écarter le diagnostic, sauf en situation où la probabilité elle est très forte. L'examen, donc le scanner cérébral, le scanner thoracique et angioscanner thoracique, il accompagne certains risques. C'est un risque de néphropathie lié à l'utilisation de produits de contraste, c'est le stress rénal. Donc, il faut suivre par d'hyperhydratation chez les patients qui ont déjà un état rénal ou un état néphrotique qui est précaire. Il y a aussi risque d'allergie. Donc, l'utilisation du scanner angioscanner thoracique est assez limitée chez les femmes enceintes car l'irradiation et l'utilisation de produits de contraste responsables de retentissement fœtal ainsi que certains patients qui sont cardiaques et l'utilisation de scanners avec injection peut quand même décompenser certains états cardiaques précaires. Le scintigraphie pulmonaire par rapport à au scanner thoracique, donc il est recommandé d'éliminer le diagnostic d'embolie pulmonaire si le scanner
Donc, le scanner n'est pas disponible et le scintigraphie qu'il est disponible. Actuellement, le scintigraphie de perfusion, lorsqu'il est normal, on peut carrément écarter le diagnostic. En comparant les deux examens, donc, il y a plusieurs emboles pulmonaires qui sont diagnostiqués avec le scanner et qui ne sont pas diagnostiqués avec scintigraphie thoracique. D'où l'intérêt d'utilisation en première intention, le scanner et l'angioscan thoracique. Donc, selon la probabilité clinique, lorsqu'il s'agit d'un embolie pulmonaire à probabilité faible intermédiaire, la première chose à demander, c'est demander des dimères. Lorsque le didymère est négatif, on peut écarter carrément le diagnostic, mais lorsqu'il s'agit d'un didymère qui est positif, à ce moment, le premier examen à demander, c'est l'échodoppler de membre inférieur. C'est l'échodoppler de membre inférieur, donc la probabilité elle est plus. À ce moment, on peut quand même pousser les investigations vers l'angioscan thoracique. Et si l'angioscan thoracique est positif, il oblige quand même le traitement. Maintenant, si la probabilité clinique elle est forte, à ce moment, on passe directement au scanner sans demander le didymère. Mais il faut avoir aussi le niveau de stabilité du patient. Est-ce que le patient est stable ou instable? Et la deuxième question, est-ce que le patient est transportable ou non transportable? Pourquoi? Parce que s'il s'agit du patient qui est instable, il y a d'autres examens à demander. Le premier examen à demander, c'est l'échographie. Pourquoi l'échographie? Parce que l'échographie, c'est un examen qui est simple, utile. On peut le réaliser au lit de malade, on peut le réaliser au niveau des urgences. Il permet de visualiser directement de thrombus intracavitaires sous forme de signes cliniques directs. Il peut quand même montrer certains signes de corps pulmonaire aigu, c'est-à-dire qu'il y a une souffrance myocardique sous-jacente, et des signes indirects, surtout la dilatation des cavités cardiaques droites, septum paradoxal et l'hypertension pulmonaire. À côté de ça, on peut quand même baser sur électrocardiogramme qui peut montrer soit un signe de aspect de S1Q3, c'est atypique pathognomonique mais qui est non spécifique pour l'embole pulmonaire, l'axe 3 ou bloc de branche droite. Donc, à côté de l'échographie cardiaque, donc, il existe certains marqueurs biologiques qui montrent quoi? Dysfonctionnement et souffrance de VD. C'est le troponine et le dosage de la BNP. Donc, lorsque le troponine il est élevé, lorsqu'il atteint une valeur supérieure à 30-40%, à ce moment, ça reste des valeurs qui sont pronostiques et s'associent à un taux de mortalité qui est très élevé. En général, pour évaluer la gravité d'embolie pulmonaire, il y a d'autres scorings qui permettent de montrer le risque de décès à 30 jours. Et parmi ces scores, c'est le score de PISI. C'est quoi le score de PISI? C'est le score, c'est Pulmonary Embolism Severity Index. Donc, il permet de calculer certains niveaux de risque. Il est basé sur l'état hémodynamique du patient, sur l'âge du patient, sur le niveau de la troponine, etc. Il permet de classer le patient en 3 niveaux. Soit un risque qui est moins de décès à 30 jours, qui est moins de 5%, c'est entre 5 à 10% et au-delà de 10-20%. Pourquoi ce score-là? Il permet de nous dire est-ce qu'on va hospitaliser le patient ou on va traiter le patient à domicile. Lorsque le risque il est inférieur à 5%, c'est-à-dire le PISI de faible risque, donc à ce moment, on peut proposer quand même l'anticoagulation à domicile et en ambulatoire. Mais s'il s'agit d'un PISI qui est supérieur à 20-25%, c'est-à-dire c'est un risque qui est très élevé de décès. Donc, à ce moment, ça oblige quand même l'hospitalisation du patient au milieu d'une unité de soins intensifs ou carrément en réanimation. Donc, en général, devant suspicion d'embolie pulmonaire, première chose à demander, est-ce que le patient il est stable ou instable? C'est-à-dire, est-ce que le patient il est choqué ou pas? Si le patient il est choqué, à ce moment, il n'y a pas de place pour la didymère ni à l'angioscan thoracique. C'est juste soit l'échographie transthoracique ou œsophagienne si nous sommes capables de le réaliser et si le cardiologue il est à côté de nous. Deuxième chose, si le diagnostic, il faut écarter à partir de l'échographie, il faut écarter d'autres diagnostics différentiels, les tamponnades, des dissections d'aorte. Parfois, on demande carrément un ECG pour écarter le diagnostic de l'infarctus du myocarde. Et si l'embole pulmonaire il est certain, c'est-à-dire on a des signes directs et indirects à l'échographie d'embole pulmonaire, thrombus, visualisation de thrombus, les signes de septum paradoxal ou parfois si l'insuffisance ventriculaire droite. Donc tout ça, ça oblige quand même de démarrer le traitement immédiatement. Et essentiellement, c'est la thrombolyse et parfois c'est la chirurgie. Et si l'embole pulmonaire il est incertain, et à ce moment, on va essayer de stabiliser le patient, c'est notre objectif, c'est de stabiliser le patient en réanimation ou en soins intensifs, juste pour le préparer pour d'autres tests et pour d'autres investigations, carrément, c'est le scanner et l'angioscan thoracique. Et lorsque le patient il
reste instable et quand même réfractaire aux mesures de la réanimation, à ce moment, ça quand même on peut proposer pour lui une thrombolyse ou la chirurgie qui est immédiate. Donc sans entrer dans le détail, ce sont les moyens thérapeutiques, parce qu'on a besoin beaucoup de temps pour expliquer les modalités thérapeutiques d'embolie pulmonaire ou les maladies thromboemboliques. Donc l'application stratégique pour diagnostiquer soit l'embolie pulmonaire, la maladie thromboembolique pour la mise en œuvre des séquences d'examen qui non invasifs, probabilité clinique, scintigraphie de perfusion, l'échodoppler, didymère, angioscan et l'échographie permettent à la fois d'affirmer et infirmer le diagnostic d'embolie pulmonaire et diminuer le coût global du diagnostic d'embolie pulmonaire. Et donc, il faut utiliser, et je recommande l'utilisation des arbres décisionnels juste pour bien s'inscrire dans les stratégies d'établissement qui dépend de la gravité du tableau clinique, l'équipement et la disponibilité d'équipements ainsi que les moyens de diagnostic, ainsi que le lien entre les différents services et les cliniciens. Je vous remercie.